Le processus de vente est enclenché. 14h05, on prend à présent la direction des États-Unis. Et oui, on va filer rejoindre les bureaux de Mescart Financial Services pour y retrouver Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Un petit mot sur ce qu'on attend cette semaine. Quel est le programme que vous allez plus particulièrement surveiller du côté des places américaines ? Oui, je dirais que c'est une semaine très importante parce que ça va être la première semaine des résultats du premier trimestre. Donc finalement, les marchés et les opérateurs de marché vont avoir quelque chose de tangible à se mettre sous la dent, si je puis dire. Alors on attend par exemple Alcoa aujourd'hui, mais on attend surtout les grandes banques comme JP Morgan et Citigroup à la fin de la semaine. Donc ça, c'est le côté entreprise. Et puis on attend du côté des statistiques importantes aussi, puisque c'est les ventes de détail pour le mois de mars, c'est toujours très regardé. Et puis aussi les prix à la production. Et là, c'est évidemment qu'on regarde ça pour voir si un peu d'inflation finalement rentre dans l'économie. Et je vous dirais que c'est ce que la Fed va regarder sûrement cette semaine avec le plus d'attention. Et on parle de Yahoo également ? On parle de Yahoo au niveau des entreprises, parce qu'en fait, Yahoo qui s'est mis officiellement en vente, maintenant a donné une date, le 18 avril, jusqu'à laquelle ils peuvent recevoir toutes les offres d'achat. Et ces offres, paraît-il, il y en a beaucoup, puisqu'on entend qu'il y aurait pratiquement 40 compagnies qui seraient intéressées, ou bien dans tout Yahoo, ou dans certains secteurs d'activité de Yahoo. Et la dernière compagnie dont on parle aujourd'hui à être intéressée, c'est le quotidien anglais, le Daily Mail, qui fait aussi un très gros effort aux États-Unis, puisqu'ils ont 60 millions de lecteurs quotidiens aux États-Unis. Merci beaucoup Grégory Volokin, que l'on retrouvera donc tout à l'heure depuis les bureaux de Mescart Financial Services afin de suivre l'évolution de cette séance. Retour en plateau avec cette visite. Sat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Comment se passe cette tendance américaine? Grégory Volokin avec nous depuis les bureaux de Mescart Financial Services. Comment est-ce que vous jaugez d'abord les premiers échanges et puis qu'est-ce que vous allez particulièrement suivre cette semaine, Grégory? Oui, l'ouverture est positive, mais en fait, grâce à deux secteurs qui sont très bien orientés, le secteur de l'énergie, puisque le cours du pétrole prend presque 2% de hausse, et le secteur des matériaux de base, et on voit des compagnies telles que Rio Tinto en hausse de 3 ou 4%. En dehors de ça, pas trop de mouvement. Pourquoi? Parce que comme vous le disiez, c'est une semaine où on va commencer à avoir beaucoup de résultats de compagnies. C'est Alcoa qui va, comme d'habitude, ouvrir le bal. Voilà. Alors Alcoa, on se pose beaucoup de questions parce qu'en fait, Alcoa peut donner deux lectures de l'économie. Une lecture globale, puisque la demande en aluminium ou la production d'aluminium dépend évidemment de la croissance de chaque pays, mais aussi une lecture, je dirais, industrielle, parce que Alcoa va se scinder en deux compagnies, et une de ces deux compagnies va être une compagnie spécialisée dans l'aluminium, je dirais, raffiné de très haute qualité pour construire des avions, pour construire les voitures, etc. Donc ça, c'est plus du matériel de base, c'est des matériaux sophistiqués. Et la demande de ces matériaux nous donnera une bonne lecture, par exemple, du secteur aéronautique, du secteur automobile. Donc c'est pas juste, je dirais, Alcoa qui va nous dire que le cours de l'aluminium est au plus bas. On va apprendre pas mal de choses en lisant ces résultats. Voilà donc pour le côté d'Alcoa. Qu'est-ce qu'on a d'autre, j'imagine, dans le scope qui va être particulièrement attendu, quoi, les financières, par exemple, les bancaires? Et oui, parce que vous avez vu aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, depuis le début de l'année, c'est un des plus mauvais secteurs. Et les deux compagnies qui vont publier, entre autres JP Morgan, Citigroup, sont des compagnies dont l'action a baissé cette année de plus de 20%. Alors les attentes ne sont pas très hautes. Ça, c'est la bonne chose, c'est-à-dire que les analystes ont revu à la baisse leurs estimations continuellement, et ils ont été aidés faisant cela par les banques elles-mêmes, parce que vous vous souvenez peut-être qu'un JP Morgan ou un Citi ont dit nos activités de trading sont en baisse de 25% sur le trimestre. On sait aussi qu'il n'y a eu pratiquement pas d'introduction en bourse.
On sait que les volumes d'activité sont très très faibles et on le voit tous les jours sur les marchés. Donc, je vous dirais, il n'y a pas de grands espoirs de résultats fantastiques pour les banques et c'est peut-être ça le côté positif, c'est que si on a des espoirs qui sont très très bas ou très tenus, on peut être surpris en bien. Malgré tout, ça veut dire que cette saison des résultats qui s'ouvre va être dominée par presque les questions macroéconomiques, aller savoir au regard des entreprises comment se porte l'économie américaine? Ça va être, il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que cette saison des résultats va montrer une baisse des profits annuels de presque 8%, ce qui est très important, avec plusieurs raisons. Alors, la première raison de cette baisse des profits sur l'ensemble des compagnies, c'est que le secteur de l'énergie va voir des profits en baisse, tenez-vous bien, de 105%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en baisse de 105%? Ça veut dire qu'en fait, les compagnies d'énergie vont montrer des pertes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, plusieurs secteurs sont à la traîne. Par exemple, les valeurs financières ou les matériaux de base. Et qu'est-ce qui va être peut-être les secteurs leaders de cette saison? Il va y avoir les télécoms, il va y avoir les biens de consommation courante, mais ça, c'est pas vraiment suffisant pour entraîner, disons, des indices où l'économie est à la hausse. Donc c'est pas seulement une lecture globale, c'est vraiment aussi une lecture de l'exposition de chaque secteur à l'économie des États-Unis. Et puis, il faut se dire aussi que la force du dollar l'année dernière et encore sur les premières semaines de cette année a été très négative pour toutes les compagnies exportatrices. Voilà pour la saison des résultats. Bon, ça va débuter dans les prochaines heures et on va bien évidemment continuer ces prochains jours à les commenter à l'envi. Malgré tout, dans l'actualité, il y a aussi des entreprises qui s'illustrent et pas pour des questions de résultats à venir. On peut notamment s'attarder quelques instants sur Yahoo, Grégory? Oui, je pense d'abord le côté intéressant. Il faut toujours rappeler pourquoi Yahoo se met en vente. Alors Yahoo, c'est 800 millions de visiteurs mensuels. C'est moins évidemment que Facebook qui fait 1,5 milliard. C'est quand même le troisième plus grand site ou congrégation de sites internet au monde derrière Facebook et Google. Mais ces 800 millions de perdus, malheureusement, n'attirent pas les publicitaires. Et comme le modèle de Yahoo est vraiment basé sur la publicité, si je vous dis les chiffres, ils sont absolument catastrophiques pour Yahoo. Vous avez 2,5% du budget total sur Internet qui est dépensé chez Yahoo contre 50% entre Facebook et Google. Donc même s'ils ont des grands nombres de personnes qui fréquentent les sites, ils ne sont pas monétisés et c'est pour ça que Yahoo est obligé carrément de se mettre en vente. Alors dans Yahoo, il y a des choses très intéressantes, plus les sites américains, il y a Yahoo Japan dont ils détiennent une grosse participation qui est valorisée à presque 8 milliards de dollars et il y a 30% de Alibaba qui est quand même le plus grand site de e-commerce au monde. Donc tout ça, ça suscite vraiment beaucoup de convoitises. Convoitises parce que 800 millions de visiteurs pour quelque compagnie que ce soit dans les médias ou dans les télécoms, c'est du pain béni. On peut pas, voilà, on peut pas les gagner comme ça à la force du coude et du poignet. Donc ça veut dire que par exemple Verizon, grosse compagnie de téléphone, est en train d'étudier de faire une offre. On apprend aujourd'hui que le Daily Mail, donc le quotidien anglais, qui s'est bien établi aux États-Unis, il faut souligner, et ça personne ne le réalise, que le journal le plus lu online aux États-Unis, c'est pas le New York Times, c'est pas le Wall Street Journal, c'est le Daily Mail. Alors le Daily Mail, c'est un peu un journal à scandale, c'est pas le plus haut niveau, mais ça attire évidemment aussi beaucoup de publicité. Et puis pour eux, ça peut être aussi très intéressant d'avoir tous ces 800 millions de Yahoo qui leur tombent dans l'escarcelle. Donc oui, je dirais que ça va être extrêmement intéressant de voir qui va faire des offres et est-ce qu'il va y avoir une guerre dessus. On parle même dans Google, dans Microsoft. Enfin, la liste est tellement longue qu'on ne peut pas aller la voir entière en ce moment. Sur les tables, qui tient la corde? Je dirais que pour le moment, on a l'impression que c'est Verizon. Parce que ça fait le plus longtemps que Verizon est intéressé dans les assets de Yahoo, mais
les questions de financement vont aussi l'emporter et il y a beaucoup de compagnies de private equity, de fonds comme KKR par exemple, qui avec la force de leur argent pourraient l'emporter et passer au-dessus d'une compagnie publique comme Verizon. Ça va aussi être une question de gros sous. Des nouvelles techno, on passe au brick and mortar, les chemins de fer qui s'illustrent aussi, Grégory, du côté de la finance américaine, de ce monde financier américain. Oui, on voit une fusion qui aurait pu se faire, ne pas se faire. Alors ça commence à être l'habitude. Il y a eu 2 échecs la semaine dernière, Pfizer, Allergan, Halliburton et Baker Hughes. Et là, c'est Canadian Pacific, la compagnie canadienne, qui voulait racheter Norfolk Southern, qui décide de ne pas le faire. Et pourquoi il décide de ne pas le faire? La même question qui était celle de la semaine dernière, des questions antitrust. Qui les inquiète et qui les amène à abandonner ce deal. Donc il y aurait besoin d'une consolidation dans le secteur des chemins de fer. Il faut savoir qu'aux États-Unis même, il y a 4 grandes compagnies de chemins de fer et qu'elles pourraient tout à fait s'allier. Mais on peut se dire déjà que le gouvernement fera tout pour empêcher qu'il y ait cette consolidation. Merci beaucoup Grégory Volokin, donc depuis les bureaux de Mescart Financial Services du côté de New York, où les indices pour le moment sont dans le vert, plus 0,7% pour le Dow Jones, plus 0,63 pour le Nasdaq et plus 0,5 pour le Standard & Poor's 500, tandis qu'à Paris, eh bien, c'est une petite hausse de 0,59%. Je dis petite au regard des places européennes un petit peu plus fermes, notamment l'Eurostoxx 50 qui s'adjuge quasiment 1% à l'heure actuelle. Restez avec nous dans un instant. Un point complet sur l'actualité signé Aurélie Blonde et puis ensuite on continue bien évidemment à passer au crible les grands thèmes qui font bouger les marchés. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en